Un morceau de métal venu du ciel peut sembler minuscule quand il traverse l'espace. Pourtant, dans Ice Age, les lois de l'univers, il suffit de ce fragment pour mettre en mouvement une catastrophe assez vaste pour menacer toute la planète. Le plus étrange, c'est que le danger ne naît pas d'un tyran, d'une guerre ou d'un monstre caché dans la glace. Il commence, comme toujours dans cette saga, avec Scrat. L'écureuil à dents de sabre poursuit son gland avec une obstination si absolue qu'il finit par transformer le cosmos en terrain de jeu. Le film reprend alors l'une de ses idées les plus amusantes. Dans l'univers d'Ice Age, les grandes crises de l'histoire peuvent être déclenchées par la plus petite créature du groupe. Mais cette fois, le jeu devient colossal. Une course pour un gland déplace des planètes, dérègle les étoiles et propulse un gigantesque astéroïde vers la Terre. Sorti en 2016 et réalisé par Mike Turmeyer avec Galen Tetchou, ce 5e long-métrage de la franchise doit donc relever un défi particulier. Le troupeau n'est plus seulement une famille improvisée qui cherche un endroit où survivre. Manny, Ellie, Sid, Diego, Peaches et leurs proches vivent désormais dans un monde organisé, avec des traditions, des projets de mariage et même des inquiétudes de parents. L'aventure ne peut plus se contenter de les faire fuir devant une fissure ou une inondation. Elle doit tester ce qu'ils ont construit. Toute la tension du film vient de là. Quand le ciel menace de tomber, est-ce que cette famille, devenue plus vaste et plus compliquée, sait encore s'écouter? Avant de rejoindre Manny et les autres, le récit fait un détour par l'espace. Scrat découvre un vaisseau abandonné, une machine extraterrestre dissimulée depuis des millions d'années dans la glace. Rien ne devrait l'intéresser là-dedans, sauf qu'un panneau de commande ressemble à une nouvelle façon de récupérer son gland. Il appuie, tourne, déclenche et provoque une suite de réactions impossibles à arrêter. Le vaisseau fend la glace, quitte la Terre et se met à tracer dans le ciel une véritable carte astronomique. Des planètes se déplacent, s'entrechoquent, trouvent une nouvelle orbite. La blague est volontairement démesurée. Le système solaire serait né des maladresses de Scrat. Mais la dernière conséquence est moins légère. Une énorme masse rocheuse est arrachée de sa trajectoire et part directement vers le monde où vivent nos héros. Cette ouverture donne le ton. Ice Age, les lois de l'univers est un film d'aventure catastrophe habillé en comédie préhistorique. Le spectateur sait tout de suite ce que les personnages ignorent encore. Une menace approche et elle ne se laissera pas intimider par les coups de tête de Manny ou les bavardages de Sid. La franchise a souvent construit ses conflits autour d'événements naturels. La glace avance, la Terre s'ouvre, les continents dérivent. Ici, le danger est plus lointain, presque abstrait, parce qu'il vient de l'espace. Pourtant, le film garde une règle simple, même face à une catastrophe cosmique. Ce qui importe reste la manière dont une famille se tient debout quand elle est forcée de changer. Sur Terre, Manny a justement du mal avec le changement. Sa fille Peach a grandi. Elle n'est plus l'enfant que le mammouth pouvait porter à l'abri sur son dos. Elle aime Julian, un jeune mammouth enthousiaste, énergique et profondément sincère. Leur mariage approche. Tout devrait être une occasion de joie, mais Manny ne voit d'abord qu'un inconnu qui risque de lui enlever sa fille. Ce point de départ est très classique, mais le film le traite avec un humour direct. Manny ne cherche même pas vraiment à cacher sa méfiance. Il observe Julian comme un danger potentiel, interprète ses efforts comme des défauts et imagine sans doute déjà le pire avenir possible. Le plus intéressant est que Julian n'est pas présenté comme un rival cruel ou arrogant. Il est simplement débordant d'optimisme. Là où Manny mesure les risques, Julian voit une occasion de rire. Là où Manny veut protéger Peaches de tout, Julian veut construire avec elle une vie qui accepte l'imprévu. Leur opposition n'est donc pas une bataille entre le bien et le mal. C'est une différence de génération et de tempérament. Manny a connu les grandes migrations, la peur de perdre son troupeau et le poids de devoir guider les autres. Julian, lui, arrive dans une époque plus stable. Il n'a pas appris à regarder chaque horizon comme une menace. Manny ne peut pas encore comprendre que cet homme pourrait être une chance pour Peach, sans devenir, pour lui, une perte. Ellie voit ce conflit avec davantage de recul. Elle connaît son mari et sait qu'il se réfugie souvent derrière son sérieux quand une émotion le dépasse. Dans les scènes qui entourent le mariage, elle ne réduit pas Manny à un père autoritaire. Elle comprend sa peur, mais elle refuse de la laisser diriger toute la famille. C'est un rôle discret et essentiel.
Depuis les premiers films, Ellie apporte à Manny une manière différente d'être fort. Moins fermé, moins obsédé par le contrôle, plus capable d'admettre que les liens changent sans disparaître. Le danger qui arrive du ciel va rendre cette leçon beaucoup plus urgente. Autour de ce conflit familial, Sid poursuit sa propre quête. Le paresseux, toujours bavard, toujours prêt à transformer un détail en événement monumental, aimerait lui aussi être choisi par quelqu'un. Il rencontre Brooke, une paresseuse qui semble partager sa fantaisie et son goût de l'imprévisible. Pour Sid, cette rencontre a presque la valeur d'une révélation. Il a longtemps été le membre du troupeau dont les autres doivent surveiller les initiatives. Ici, il découvre l'idée que quelqu'un puisse aimer précisément ce qui le rend compliqué, excessif et maladroit. Le film tire évidemment de cette romance plusieurs gags, mais il lui donne aussi une fonction plus tendre. Sid, qui a souvent peur d'être laissé de côté, veut croire qu'il peut enfin avancer avec une personne qui le regarde vraiment. Diego et Shira, de leur côté, forment le couple le plus calme du groupe. Leur histoire n'occupe pas le même espace que celle de Manny ou de Sid, mais leur présence rappelle que le troupeau a grandi de toutes les façons possibles. Diego n'est plus le prédateur solitaire des débuts. Il a accepté une place dans une famille qu'il n'aurait jamais imaginée. Shira connaît les réflexes de défense, la méfiance, la difficulté d'appartenir à un groupe. Leur relation existe sans chercher à prendre le contrôle du récit. Dans un film où chacun est forcé de revoir sa position, il représente une stabilité gagnée avec le temps. La préparation du mariage ressemble d'abord à une pause heureuse avant l'aventure. Peaches et Julian imaginent une célébration qui leur ressemble. Les amis se retrouvent. Manny essaie sans grande réussite de faire bonne figure. Et Sid, fidèle à lui-même, transforme son émotion en spectacle. Mais le film ne s'attarde jamais très longtemps dans le confort. Une nuit, le ciel offre un spectacle inhabituel. Des météores traversent l'obscurité. Les habitants du monde préhistorique voient ces traces lumineuses avec fascination, sans savoir quels sont les premiers signes de la menace déclenchée par Scrat. Le premier impact est brutal. Une pierre tombe du ciel, puis une autre. Les personnages comprennent que ce phénomène n'est pas un feu d'artifice naturel. La terre tremble, les animaux fuient et le refuge du troupeau n'a soudain plus rien de sûr. Cette bascule fonctionne parce qu'elle arrive au moment exact où Manny est déjà préoccupé par l'avenir de Peach. Il pensait devoir affronter un changement intime, celui du mariage de sa fille. Il découvre qu'il doit maintenant protéger tout le monde contre une crise qui dépasse ses forces. Le père inquiet devient immédiatement un chef de survie, mais la catastrophe ne résout pas son problème personnel. Au contraire, elle l'expose. Pour sauver les siens, Manny devra apprendre qu'il ne peut pas tout décider seul. Le film ne cherche pas à faire croire que son apocalypse est réaliste au sens strict. Les météores, les cristaux et les machines cosmiques appartiennent à une logique de cartoon. En revanche, l'émotion derrière la catastrophe reste claire. Quand le sol n'est plus fiable et que le ciel devient dangereux, les personnages ont besoin de savoir qui écouter. C'est dans ce type de situation que les vieilles habitudes prennent le dessus. Manny veut prendre la tête. Sid veut parler plus vite que sa peur. Diego cherche une action concrète. Ellie maintient le groupe lié. Peaches regarde Julian et comprend que leur avenir pourrait disparaître avant même d'avoir commencé. La réponse à cette menace arrive d'une source que le troupeau n'attendait pas. Buck. Le furet-borgne, aventurier obsessionnel et ancien chasseur de dinosaures, vit toujours dans le monde souterrain découvert dans l'âge de glace 3. Son retour est l'un des grands plaisirs du film. Buck n'est pas un sage traditionnel. Il entre dans chaque scène comme s'il poursuivait déjà 3 dangers différents. Son œil perdu, son style de survie excessif et ses inventions improvisées font de lui une caricature d'explorateur intrépide. Mais derrière ses gestes désordonnés, il possède exactement la connaissance dont les autres ont besoin. Il a vu des choses que personne à la surface ne peut imaginer. Quand Buck apprend que des rochers tombent du ciel, il ne réagit pas avec panique. Il reconnaît un schéma. Il connaît une solution ancienne, liée à une force magnétique capable de modifier la course de l'astéroïde. Pour l'atteindre, il faudra voyager jusqu'à un endroit que les personnages appellent Géotopia, un lieu où les cristaux ont une importance capitale. Le mot peut sembler léger, presque fantaisiste, mais il ouvre un nouvel espace dans la carte déjà très large de la saga.
Après la glace, les océans, les continents séparés et le monde des dinosaures, Ice Age. Les lois de l'univers imaginent un territoire dont les habitants ont choisi de défier le vieillissement grâce à une énergie minérale. Cette annonce change immédiatement la nature du voyage. Le troupeau ne cherche pas seulement à fuir l'astéroïde, il doit trouver un moyen actif de le repousser. C'est une nuance importante. Dans les premiers films, survivre consistait souvent à passer à travers un désastre. Ici, les héros vont devoir comprendre un mécanisme, convaincre des inconnus et risquer leur propre sécurité pour empêcher l'impact. Le récit devient une mission. Et parce que Buck est au centre de cette mission, l'aventure récupère une énergie plus débridée, presque imprévisible. Avant le départ, Manny a encore du mal à accepter Julian. L'urgence ne suffit pas à effacer ses doutes. Il voit ce jeune mammouth comme une responsabilité supplémentaire, peut-être même comme une distraction. Julian, lui, ne tente pas de gagner l'affection de Manny par une grande déclaration. Il reste simplement présent. Il aide quand il le peut, il s'inquiète pour Peach et il garde son enthousiasme quand la situation devient absurde. C'est cette constance qui prépare peu à peu la transformation de Manny. Le film comprend qu'un père ne change pas parce qu'on lui explique qu'il a tort. Il change quand la réalité lui montre que l'autre personne sait prendre soin de ce qu'il aime le plus. Le départ du groupe a donc plusieurs objectifs en même temps. Sauver le monde, trouver Géotopia, comprendre comment utiliser les cristaux, maintenir la cohésion d'une famille élargie et, au fond, aider Manny à regarder sa fille autrement. Dans une franchise aussi ancienne, ces couches sont nécessaires. L'action donne le mouvement, mais les relations donnent la raison de s'en soucier. Sans la peur de Manny, le voyage serait simplement une chasse à l'astéroïde. Sans Peaches et Julian, la catastrophe n'aurait pas de visage intime. Sans Sid et Brooke, il manquerait la promesse qu'après la survie, il peut encore y avoir un avenir choisi. Pendant que le troupeau se met en route, Scrat continue son propre périple dans l'espace. Il a provoqué le problème sans le savoir et reste incapable de regarder plus loin que son gland. Cette séparation entre son ignorance et l'ampleur des conséquences est une mécanique centrale de la série. Scrat est presque une force de la nature. Il ne comprend rien à la cosmologie qui le dérange, mais il persévère avec une logique très simple, son objet désiré est là, donc il faut le récupérer. Dans ce film, cette logique le mène au cœur de la machine qui a déplacé l'astéroïde. Il devient, par accident, le seul personnage qui pourrait aussi influencer le dénouement. Le groupe traverse des paysages qui ne cherchent pas le réalisme, mais la surprise. L'univers d'Ice Age a toujours mélangé les périodes historiques et les inventions visuelles. Les animaux préhistoriques parlent comme une famille moderne, les cartes géologiques deviennent des terrains de course et les phénomènes scientifiques servent à produire des cascades. Le film pousse cette liberté plus loin avec un voyage qui relie le monde souterrain de Buck, les territoires de surface et une communauté construite autour de cristaux. Ce choix divise parfois les spectateurs qui préfèrent la simplicité du premier épisode. Pourtant, il révèle aussi ce que la franchise est devenue. Un monde de comédie où la préhistoire n'est plus un cadre rigide, mais une porte ouverte vers des aventures de plus en plus grandes. L'important est que la menace reste lisible. L'astéroïde avance. Chaque découverte n'a de valeur que si elle rapproche les héros d'une solution. Buck explique que les cristaux peuvent créer une attraction assez puissante pour détourner la trajectoire destructrice. L'idée est volontairement simplifiée pour le rythme. Le film ne veut pas devenir une leçon d'astronomie. Il veut donner au troupeau un objectif concret, visible et difficile, réunir cette énergie, l'utiliser au bon endroit et le faire avant que le temps ne manque. Ce compte à rebours modifie aussi la manière dont les personnages se parlent. Dans les moments ordinaires, Manny peut éviter une discussion avec Peaches en faisant semblant d'être occupé. Face à la fin possible du monde, ce silence devient plus lourd. Peaches n'a plus le temps d'attendre que son père accepte son choix. Manny n'a plus le luxe de croire qu'il pourra protéger sa fille en la gardant près de lui. Le film avance alors vers sa question la plus simple et la plus juste. Protéger quelqu'un, est-ce l'empêcher de partir ou lui faire confiance quand il choisit son propre chemin? La réponse n'est pas encore prête. D'abord, il faut survivre au voyage. Et dans le monde de Buck, un trajet ne se déroule jamais sans piège, sans créatures géantes, sans raccourcis douteux, ni sans une règle étrange que lui seul comprend.
Le troupeau quitte donc son refuge avec une planète à sauver, un mariage suspendu au-dessus du vide et un père qui ne sait pas encore que la catastrophe la plus difficile à arrêter n'est pas celle qui vient du ciel. Le chemin vers Géotopia force les héros à abandonner l'idée d'un voyage confortable dès les premières étapes. Buck conduit le groupe à travers des passages étroits, des cavernes instables et des zones où le moindre faux mouvement peut les séparer. Il parle vite, avance plus vite encore et semble avoir préparé des dizaines de plans de secours sans prendre le temps de les expliquer. Cette façon d'agir crée beaucoup de comédie, mais elle rappelle aussi que Buck vit depuis longtemps dans un environnement où l'improvisation est une nécessité. Pour lui, l'inconnu n'est pas un accident, c'est sa maison. Manny supporte mal cette méthode. Il aime avoir une direction, une certitude, un moyen de placer sa famille derrière lui pour qu'elle reste en sécurité. Buck, à l'inverse, considère qu'un chef doit bouger avant que le danger ait le temps de choisir. Cette opposition ne devient jamais un affrontement grave parce que le film préfère les gags aux longs conflits. Pourtant, elle éclaire très bien Manny. Il n'est pas seulement inquiet à cause de l'astéroïde. Il est inquiet parce que les règles qu'il connaît cessent de fonctionner. Le monde change, Pitch change, et même le guide censé leur donner une solution refuse de faire les choses de manière prévisible. Sid, lui, traverse cette expédition avec une pensée plus joyeuse. Brooke est quelque part et il espère la revoir. Sa romance apporte une couleur différente à l'aventure. Là où Manny regarde l'avenir avec appréhension, Sid le regarde comme une possibilité énorme. Il n'est pas naïf au point de ne pas voir les météores, mais il a le talent de donner à l'espoir une forme presque physique. Chez lui, une rencontre peut devenir une promesse, un détail peut devenir une fête et une peur peut être recouverte par une phrase trop longue. C'est souvent ridicule, parfois touchant, et cela correspond exactement à ce que Sid apporte au troupeau depuis le premier film. L'idée que la vulnérabilité peut être bruyante sans être faible. En avançant, les personnages croisent des paysages où les formations minérales prennent des couleurs et des formes impossibles. Le film prépare ainsi l'arrivée de Géotopia. Ce royaume de cristaux n'est pas conçu comme une cité réaliste. Il ressemble davantage à une vision de paradis préhistorique, un endroit lumineux, protégé, rempli d'animaux qui semblent avoir échappé au temps. Après les terrains dangereux du voyage, cette beauté produit un contraste immédiat. Les héros y entrent comme dans un refuge. Mais ce refuge a ses propres fragilités. Géotopia est dirigé par Shangri Lama, un lama au comportement théâtral et à la confiance immense. Il est entouré d'habitants qui croient que les cristaux leur ont donné une forme de jeunesse éternelle. Ils ont l'apparence et l'énergie d'une communauté qui a oublié l'angoisse du vieillissement. Leur quotidien s'est organisé autour du plaisir, de la beauté et de la certitude que rien de sérieux ne peut les atteindre. Dans le langage du film, ce décalage crée plusieurs scènes comiques. Nos héros arrivent avec l'annonce d'une extinction possible, tandis que les résidents de Géotopia ont l'habitude de vivre dans une bulle. Mais la rencontre contient une idée plus intéressante qu'elle n'en a l'air. Manny vient précisément de découvrir qu'il ne peut pas arrêter le temps pour Peaches. Géotopia, de son côté, a fondé toute son identité sur le rêve de ne jamais vieillir. Les cristaux permettent à ces animaux de conserver leur jeunesse, ou du moins de le croire. Ils ont évité la perte, le changement et la dégradation. Ce paradis est séduisant, mais il a aussi laissé ses habitants sans préparation face à une crise réelle. Quand l'astéroïde devient impossible à ignorer, leur immortalité symbolique ne les aide pas à décider quoi faire. Shangri Lama réagit d'abord avec le déni et l'égoïsme. Il ne veut pas que les cristaux servent à un projet risqué qui pourrait briser l'équilibre de son monde. C'est un obstacle logique. Les héros ont trouvé la clé de leur solution, mais la personne qui la contrôle ne veut pas la leur donner. Pour Manny, cette situation est particulièrement frustrante. Il voit une ressource qui pourrait sauver Peach, Ellie et tous les autres, mais il doit négocier avec quelqu'un qui refuse de regarder la catastrophe en face. Le film transforme donc sa mission en problème de confiance. Il ne suffit pas de trouver le bon outil, il faut convaincre ceux qui possèdent cet outil d'accepter le risque. Brooke apparaît dans ce décor comme une autre surprise pour Sid. Leur relation repart avec la même énergie étrange et tendre qui l'avait fait rêver. Brooke accepte Sid sans chercher à le corriger.
Elle comprend son langage, ses emballements et sa manière de mélanger la peur avec l'humour. Cette compatibilité compte plus que les gags qui l'entourent. Sid a longtemps été la voix dont les autres se moquent gentiment. Avec Brooke, il n'a pas besoin de ralentir pour être compris. Leur lien devient ainsi un contrepoint au conflit entre Manny et Julian. Deux histoires d'attachement se croisent, l'une demande à un père d'ouvrir la main, l'autre montre à un personnage anxieux qu'il peut être accueilli tel qu'il est. La mission vers les cristaux se complique parce que Géotopia ne les offre pas librement. Les personnages doivent prouver qu'ils peuvent agir ensemble. Buck propose des itinéraires improbables. Diego et Shira assurent les passages les plus dangereux, Sid tient à rester près de Brooke et Manny cherche toujours à garder Peaches loin du risque. Julian, lui, refuse de rester un simple invité que l'on doit protéger. Il veut participer. Sa volonté n'est jamais présentée comme une compétition contre Manny. Elle vient de son amour pour Peach et du désir de mériter sa place dans cette famille. C'est précisément ce que Manny ne sait pas encore voir. Julian ne cherche pas à prendre sa fille. Il veut protéger son avenir avec elle. Dans les scènes d'action qui suivent, le film utilise souvent la géographie comme moteur comique. Un sol qui glisse, un tunnel qui s'effondre, des cristaux qui attirent ou repoussent les personnages, autant d'éléments qui permettent de faire circuler le groupe dans tous les sens. La mise en scène animée peut exagérer chaque chute sans donner à l'ensemble une tonalité sombre. Mais derrière cette légèreté, le compte à rebours continue. Chaque détour rappelle que l'astéroïde ne s'est pas arrêté parce que les héros ont trouvé un endroit merveilleux. Ils se rapprochent et la fenêtre pour agir se ferme. Buck devient essentiel dans cette partie du récit parce qu'il apporte une compétence que personne d'autre ne possède. La franchise l'avait déjà présenté comme un survivant extravagant du monde des dinosaures. Ici, elle lui donne une responsabilité plus large. Il comprend le principe de l'énergie cristalline, connaît l'existence du danger et ose proposer une solution que les autres jugent d'abord insensée. Son personnage fonctionne parce qu'il ne cesse jamais d'être drôle, mais son excentricité n'est pas traitée comme une preuve d'incompétence. Au contraire, il est le seul à être assez habitué à l'impossible pour reconnaître une réponse possible, là où les autres voient seulement la fin. Manny reste néanmoins le centre émotionnel du groupe. À Géotopia, la crise avec Peach devient plus visible. Elle ne veut pas être reléguée au rôle de fille que son père transporte hors du danger. Elle est adulte, engagée, capable de décider. Chaque fois que Manny essaie de l'écarter, il confirme sans le vouloir ce qu'elle redoute. Son père ne lui fait pas confiance. Pour un film familial, cette tension est traitée avec simplicité, mais elle n'est pas absente. Peach ne rejette pas Manny. Elle demande simplement qu'il reconnaisse la personne qu'elle est devenue. Ce conflit rejoint l'autre grande faiblesse de Géotopia. Les habitants du royaume de cristaux refusent eux aussi de regarder le monde tel qu'il est. Ils veulent rester jeunes, beaux et préservés. Manny veut garder Peach dans l'image de l'enfant qu'elle était. Dans les deux cas, l'attachement au passé empêche de répondre correctement au présent. Le film ne formule pas cela comme une grande leçon, et c'est préférable. Il le montre par les choix. Les cristaux ne pourront aider le monde que si leurs gardiens acceptent de renoncer à leur sécurité. Manny ne pourra aider Peach que s'il accepte qu'elle n'ait plus besoin de lui de la même manière. L'astéroïde atteint alors une proximité qui retire toute crédibilité au déni. Les signaux deviennent visibles, les impacts plus dangereux, et les animaux comprennent que leur monde peut réellement disparaître. C'est le moment où Shangri-Lama doit choisir entre conserver son petit paradis et participer au salut collectif. Son changement est rapide parce que le film garde un rythme de comédie, mais il a une logique nette. Sa jeunesse éternelle ne vaut rien si elle ne protège que lui-même. Les cristaux, longtemps traités comme un privilège, deviennent une ressource à partager. La solution imaginée par Buck demande de rassembler l'énergie de Géotopia pour créer une force d'attraction qui déviera la trajectoire de l'astéroïde. Les mots sont simples, l'image est claire. Il faut faire de la Terre un aimant géant assez puissant pour pousser la catastrophe hors de sa course. Cette idée donne au final une forme très visuelle. Au lieu d'un combat contre un ennemi, les héros vont organiser une réponse collective à une force naturelle. Ils ne peuvent pas frapper l'astéroïde, ils doivent modifier le monde autour de lui.
Pour y parvenir, chacun doit accepter une place qu'il n'avait pas prévue. Les habitants de Géotopia doivent prêter leurs cristaux. Buck doit canaliser son énergie en plans concrets. Diego, Shira, Sid, Brooke, Peaches, Julian, Ellie et Manny doivent rester un groupe, même quand les choses deviennent chaotiques. C'est là que le film trouve sa meilleure idée de famille. Une famille n'est pas seulement ce que Manny contrôle. C'est un ensemble de personnes différentes qui répondent présentes lorsqu'il faut sauver ce qui compte. Avant que le plan final soit lancé, Manny se retrouve face à une évidence. Il ne peut plus protéger Peaches en l'éloignant du danger parce que le danger est partout. Il ne peut pas non plus l'empêcher d'aimer Julian. Tout ce qu'il peut faire est choisir de reconnaître leurs forces. Julian a déjà montré qu'il ne fuit pas quand la situation devient difficile. Peaches a déjà montré qu'elle n'attend pas qu'on lui dise quoi faire. Manny doit donc faire quelque chose de beaucoup plus difficile pour lui qu'un saut au-dessus d'un gouffre. Admettre que sa fille peut construire sa propre vie sans cesser d'être sa fille. Cette évolution n'efface pas l'humour. Dans Ice Age, une scène sincère est souvent suivie d'un accident, d'une remarque de Sid ou d'une idée farfelue de Buck. Mais cette alternance permet au film de conserver sa personnalité. Il ne cherche pas la gravité réaliste d'un film catastrophe. Il veut que le spectateur ressente le risque tout en gardant l'énergie d'une aventure animée. Quand le récit s'approche de son final, les deux mouvements sont enfin réunis. La planète est en danger, mais le véritable enjeu est de savoir si les personnages peuvent changer assez vite pour ne pas perdre ce qu'ils aiment. Le plan final commence alors sans plus attendre. Le plan de Buck ne ressemble à aucun des sauvetages précédents de la saga. Dans le premier Ice Age, les personnages avançaient pour ramener un enfant chez les siens. Dans le deuxième, ils fuyaient une montée des eaux. Dans le troisième, ils descendaient dans un territoire caché pour retrouver Buck et sauver Sid. Dans le quatrième, ils traversaient un monde fragmenté par la dérive des continents. Ici, l'ennemi ne peut pas être touché, poursuivi ou négocié. C'est une masse de pierre immense qui avance dans le vide. Le film a besoin d'une idée suffisamment simple pour être comprise en une image, mais suffisamment grandiose pour justifier l'ampleur de la menace. Les cristaux deviennent donc le cœur de l'opération. Ils doivent être organisés afin de créer la force qui repoussera le danger loin de la Terre. Le détail important est que cette solution n'appartient à aucun héros seul. Buck la connaît, mais il ne peut pas l'accomplir sans Géotopia. Shangri-Lama possède la communauté et les cristaux, mais il n'aurait jamais agi sans l'arrivée du troupeau. Manny porte l'autorité et la détermination, mais il doit accepter l'aide de Julian, de Peach et de tous ceux qu'il voulait d'abord diriger. Cette répartition rend le final plus cohérent avec l'esprit de la série. Ice Age n'a jamais été le récit d'un sauveur solitaire. Même quand Manny paraît être le centre, le groupe fonctionne parce que chaque membre apporte quelque chose que les autres n'ont pas. Le temps devient alors la ressource la plus rare. Chaque vibration du sol, chaque objet qui tombe du ciel et chaque panique dans la population rappellent que l'astéroïde poursuit sa route. Les personnages ne peuvent pas s'offrir une longue préparation. Ils doivent transformer immédiatement Géotopia, lieu de détente et de jeunesse éternelle, en poste de défense. Le contraste produit une comédie efficace. Des habitants qui vivaient pour préserver leur confort doivent soudain déplacer des cristaux, suivre des consignes et accepter le désordre. Pourtant, cette agitation a une fonction plus large. Le paradis de Géotopia ne devient utile que lorsqu'il s'ouvre aux autres. Sa beauté, gardée pour quelques-uns, ne pouvait rien sauver. Partagée, elle devient une chance pour tout le monde. Manny est encore tenté de prendre toutes les décisions. C'est le réflexe qui l'a gardé en vie pendant des années. Lorsqu'il voit Peaches et Julian près du danger, son premier mouvement est de les éloigner. Il ne distingue pas vraiment la protection de la surveillance. Mais le film installe un renversement nécessaire. Peach ne peut pas rester à l'écart parce qu'elle comprend elle aussi l'urgence. Julian ne peut pas rester à l'arrière parce qu'il a choisi de faire partie de cette famille. Les empêcher d'agir ne rendrait personne plus sûr. Cela ajouterait seulement de la frustration et de la distance au moment où le groupe a besoin d'être uni. Julian gagne donc la confiance de Manny non par un exploit isolé, mais par une succession de gestes. Il reste présent lorsque le plan devient risqué. Il écoute Peach au lieu de parler à sa place.
Il ne transforme jamais la méfiance de Manny en conflit d'orgueil. Cette écriture est importante parce qu'elle évite le raccourci du prétendant qui doit vaincre le père dans une épreuve spectaculaire. Julian n'a rien à prouver par la force. Son courage apparaît dans sa constance. Il ne prétend pas remplacer Manny. Il veut simplement aimer Peaches et construire avec elle. C'est exactement ce que Manny doit finir par comprendre. Peaches, de son côté, cesse progressivement d'être le symbole d'une enfance perdue. Elle prend part aux décisions, défend son choix et agit avec l'assurance de quelqu'un qui connaît sa place. Ses parents restent importants, mais son avenir ne dépend plus d'eux seuls. Le film lui offre moins de temps d'écran que Manny ou Sid, ce qui limite parfois la finesse de son parcours. Pourtant, sa fonction émotionnelle est nette. Elle oblige Manny à voir la différence entre accompagner et retenir. Cette différence paraît évidente de l'extérieur, mais elle est difficile pour tous les parents qui ont bâti leur identité autour du fait de protéger. Ellie reste celle qui comprend cette douleur sans la laisser devenir une excuse. Elle ne demande pas à Manny de cesser d'aimer Peach. Elle lui demande de lui faire confiance. Son personnage a toujours apporté au troupeau une forme d'intelligence affective. Elle sait que la peur peut parler très fort, surtout chez quelqu'un comme Manny, mais elle sait aussi qu'une famille ne survit pas en gardant chacun dans la même position. Les mammouths ont traversé des catastrophes parce qu'ils ont bougé. Manny doit maintenant appliquer cette vérité à sa propre vie. Peaches avance, et l'aimer signifie avancer avec elle. Diego et Shira interviennent dans le plan final avec l'efficacité qu'on attend d'eux. Ils ne sont pas là pour multiplier les discours. Ils font ce qui doit être fait, protègent les passages dangereux et empêchent le chaos de devenir une déroute. Le contraste avec Sid est toujours amusant. Diego est le personnage qui mesure ses mots et frappe quand il n'y a plus d'autre option. Sid commande tout, s'inquiète à voix haute et peut compliquer une situation avant de la résoudre par accident. Pourtant, leur différence rend le groupe vivant. Dans une vraie famille, tout le monde ne réagit pas au danger de la même manière. L'un agit, l'autre parle, l'autre rassure, l'autre invente. Le film transforme ces tempéraments en mécanique d'aventure. Sid et Brooke trouvent aussi leur moment de vérité. Leur relation est comique parce que leur langage amoureux paraît absurde aux autres, mais elle a une sincérité que le film ne ridiculise pas. Brooke ne regarde pas Sid comme une mascotte maladroite. Elle voit chez lui une créativité et une chaleur qui lui correspondent. Quand la situation devient grave, Sid n'abandonne pas ses émotions. Il a peur, comme tout le monde, mais il avance parce que Brooke est là et parce qu'il veut protéger les autres. Son courage ne ressemble pas à celui de Diego. Il n'est pas silencieux ni élégant. Il est désordonné, verbal et pourtant réel. La grande opération commence lorsque l'énergie des cristaux est dirigée vers le ciel. Visuellement, le film exploite toutes les possibilités de l'animation numérique. Couleurs vives, formations lumineuses, faisceaux d'énergie et mouvements collectifs. Les personnages deviennent minuscules devant le phénomène cosmique, ce qui renforce l'idée que leur victoire dépend d'une coordination précise. La Terre n'est pas sauvée par une violence plus grande que celle de l'astéroïde. Elle est sauvée par une force assemblée à partir de ce que chaque communauté accepte de donner. L'astéroïde résiste. Il ne suffit pas d'avoir trouvé le bon principe. Il faut le faire fonctionner au bon moment. Cette dernière difficulté est indispensable au suspense. Si le plan réussissait dès le premier essai, le compte à rebours perdrait sa valeur. Le groupe doit donc ajuster, pousser, soutenir et parfois improviser. Buck, fidèle à lui-même, paraît aussi à l'aise dans le danger que dans une conversation ordinaire. Il donne des indications avec une vitesse qui laisse les autres perplexes, mais son instinct finit par les conduire dans la bonne direction. Son savoir n'est jamais séparé de son excentricité. C'est ce qui le distingue d'un mentor classique. Il peut expliquer la fin du monde tout en donnant l'impression de raconter une anecdote amusante. Le rôle de Scrat rejoint enfin celui du troupeau. Depuis le début, le film a laissé entendre que l'écureuil se trouvait dans l'espace, au milieu de la machine extraterrestre et des débris cosmiques. Il est donc absurde, mais logique, qu'il soit encore impliqué dans la dernière phase de la catastrophe. Scrat ne devient pas un héros conscient. Il ne s'arrête pas pour comprendre qu'une planète dépend de lui. Sa seule motivation reste son gland. C'est justement ce qui rend ces scènes efficaces.
Le spectateur voit l'énormité des conséquences alors que lui ne voit qu'un objet brun qu'il refuse de perdre. Cette disproportion est sa fonction comique depuis le premier film, et les lois de l'univers l'agrandit jusqu'à l'échelle du système solaire. Le final se joue donc sur 2 niveaux. À la surface, les héros font converger les cristaux et tentent de dévier la pierre géante. Dans l'espace, Scrat poursuit son obsession au milieu de mécanismes qui dépassent complètement sa compréhension. Les 2 récits se répondent sans que les personnages en aient conscience. Manny croit devoir sauver le monde grâce à un plan collectif. Scrat croit devoir récupérer un gland. Le film refuse de choisir entre l'émotion et le gag. Il les place côte à côte, comme il l'a toujours fait. Une menace cosmique peut être immense, mais un écureuil peut encore glisser, tomber et provoquer une conséquence absurde. Quand la trajectoire de l'astéroïde finit par changer, le soulagement est immédiat. Le ciel cesse d'être une promesse de destruction. Le monde que les personnages craignaient de perdre reste là, abîmé mais vivant. Cette résolution est simple, mais elle arrive après un parcours où tous ont dû abandonner quelque chose. Géotopia abandonne son repli. Shangri-Lama abandonne son illusion de contrôle. Manny abandonne l'idée qu'il peut conserver Peach dans le passé. Sid abandonne une partie de sa peur d'être seul. Et le troupeau abandonne l'idée qu'un refuge fixe suffit à garantir la sécurité. Le rapprochement entre Manny et Julian donne au dénouement sa note la plus humaine. Manny ne devient pas soudainement un père détendu qui accepte tout avec un sourire. Ce changement serait faux. Il apprend plutôt à reconnaître Julian pour ce qu'il est. Un jeune mammouth qui aime Peach, qui la respecte et qui a choisi de rester à ses côtés au milieu d'une catastrophe. Cette reconnaissance a plus de poids parce qu'elle vient tard. Manny a résisté, observé, mal interprété. Lorsqu'il finit par ouvrir la porte, le spectateur comprend qu'il ne renonce pas à sa fille. Il accepte une nouvelle manière de l'aimer. Le mariage de Peach et Julian peut alors avoir lieu. Le danger n'a pas rendu la cérémonie moins importante, il l'a rendue plus claire. Avant l'astéroïde, Manny voyait surtout le départ de sa fille. Après le sauvetage, il peut voir ce que cette union ajoute à la famille. Julian ne ferme pas une porte derrière Peaches. Il s'installe à côté d'elle dans un avenir qu'elle a choisi. Pour une saga dont le premier épisode reposait déjà sur la formation d'une famille improbable, ce prolongement a du sens. Le troupeau ne survit pas parce qu'il reste identique. Il survit parce qu'il sait accueillir de nouvelles personnes. Sid et Brooke avancent également vers leurs propres promesses. Leur relation garde son ton loufoque, mais c'est précisément ce qui lui donne une identité. L'amour de Sid ne cherche pas à imiter celui de Manny et Ellie ou de Diego et Shira. Il est plus bruyant, plus chaotique, plus spontané. Brooke répond à cette énergie au lieu de la calmer. Le film suggère ainsi que le bonheur du groupe ne dépend pas d'un seul modèle. Peaches et Julian trouvent une complicité jeune et enthousiaste. Manny et Ellie portent une relation construite sur le temps. Diego et Shira incarnent la confiance gagnée après la méfiance. Sid et Brooke trouvent une joie qui refuse de se justifier. La conclusion laisse aussi Scrat avec sa malchance familière. Après avoir traversé l'espace et influencé le destin de plusieurs mondes, il n'obtient toujours pas tranquillement son gland. Cette dernière frustration est essentielle à la comédie de la franchise. Scrat ne doit pas vraiment gagner parce que sa course est plus drôle que sa victoire. Son désir est tellement simple qu'il peut recommencer éternellement. Les autres personnages grandissent, se marient, fondent des familles, affrontent le passage du temps. Scrat, lui, reste enfermé dans son duel impossible avec l'objet qu'il veut posséder. Il est une constante comique au milieu des transformations. Pour comprendre ce que le film cherche à accomplir, il faut revenir à son titre français, Les lois de l'univers. Il ne parle pas d'une science précise. Il parle d'un monde où chaque action semble provoquer une réaction disproportionnée. Scrat touche un bouton, le cosmos se dérègle. Manny tente de protéger sa fille, il risque de l'éloigner. Géotopia protège sa jeunesse, elle devient incapable de voir le danger. Sid cherche l'amour, il trouve quelqu'un qui comprend sa folie. Les personnages découvrent que les choses ne restent jamais à leur place. C'est une loi de cet univers et aussi une vérité plus simple. Grandir oblige à accepter que les liens changent. La franchise Ice Age avait déjà beaucoup voyagé avant ce 5e film. Le premier épisode, sorti en 2002, avait trouvé une formule très efficace. Placer ensemble un mammouth solitaire,
un paresseux bavard et un tigre aux intentions ambiguës, puis les faire traverser un monde glacial pour sauver un bébé humain. La technologie d'animation a évolué avec les années et les suites ont cherché à agrandir l'univers. L'âge de glace 2. La menace de l'eau a déplacé le danger vers une inondation. Le temps des dinosaures a ajouté le monde caché sous la glace et le personnage de Buck. La dérive des continents a mis la famille à l'épreuve de la séparation géographique. Les lois de l'univers poussent ce mouvement jusqu'à l'espace. Ce choix révèle la difficulté d'une longue franchise animée. Les personnages sont connus, les voix sont familières, les gags ont une identité forte. Pour continuer à surprendre, chaque nouvel épisode doit proposer une échelle plus grande. Mais une échelle plus grande ne garantit pas automatiquement une émotion plus forte. Le film le sait en partie, et c'est pourquoi il place au centre le mariage de Peach. L'astéroïde est spectaculaire, mais il n'est jamais aussi important que le regard de Manny sur sa fille. L'espace donne au film ses images les plus vastes. La famille lui donne sa raison d'être. La distribution vocale originale joue beaucoup dans cette continuité. Ray Romano retrouve Manny avec cette voix grave et anxieuse qui rend ses réactions immédiatement reconnaissables. John Leguizamo donne à Sid une vitesse et une nervosité qui transforment chaque phrase en détour imprévu. Denis Leary conserve à Diego son ton sec, parfois fatigué, qui rappelle qu'il reste le personnage le moins patient du groupe. Queen Latifah apporte à Ellie une assurance chaleureuse. Simone Pegg revient en Buck avec une énergie presque explosive, idéale pour un personnage qui ne semble jamais marcher quand il peut courir vers le danger. Ces retours ne sont pas de simples habitudes de casting. Ils donnent au film le sentiment de retrouver une famille dont les voix font partie de la mémoire de la saga. L'animation de Blue Sky Studios utilise ici une palette beaucoup plus lumineuse que celle du premier épisode. La glace des débuts était froide, vaste et parfois presque silencieuse. Geotopia, au contraire, multiplie les roses, les bleus, les violets et les transparences de cristal. Le film cherche moins à reproduire une préhistoire crédible qu'à offrir une expérience de mouvement et de couleurs. Cette évolution peut surprendre les spectateurs attachés au dépouillement du premier Ice Age. Mais elle correspond à une franchise qui, au fil des films, a assumé son goût pour l'exagération. Les lois de l'univers ne cachent jamais qu'il veut être une aventure très large, très brillante et très rapide. Cette direction artistique a une utilité narrative. Geotopia doit paraître désirable pour que le renoncement de ses habitants ait une valeur. Si le lieu était seulement étrange, on comprendrait moins pourquoi Shangri-Lama s'accroche autant à ses cristaux. En le rendant magnifique, presque irréel, le film montre ce que ses personnages risquent de perdre. Mais il montre aussi les limites d'un monde où tout est conçu pour repousser l'âge et l'inconfort. Les cristaux ont créé une jeunesse permanente, pas une vraie maturité. La maturité arrive précisément quand les habitants choisissent d'utiliser leurs privilèges pour sauver plus qu'eux-mêmes. Dans ce sens, Shangri-Lama est une caricature utile. Il est vaniteux, théâtral et profondément attaché à son image. Son nom, son apparence et sa façon de parler font de lui une présence comique immédiate. Pourtant, son rôle n'est pas seulement d'ajouter une célébrité animale au récit. Il personnifie la tentation de rester dans un espace fermé, où rien ne change et où aucun sacrifice n'est demandé. Buck représente l'inverse. Il vit dans le risque permanent, n'a aucune élégance et semble incapable de préserver quoi que ce soit dans un état parfait. Entre les deux, Manny doit apprendre une position plus équilibrée. Il ne peut pas bâtir une vie sur le contrôle, mais il ne peut pas non plus traverser le danger sans responsabilité. Le film réserve un autre contraste à Sid. Dans chaque épisode, Sid est souvent la source de la digression. Il recueille des œufs de dinosaures, se fait passer pour un chef, lance des idées que le troupeau doit ensuite réparer. Dans Les lois de l'univers, sa romance avec Brooke le place dans un récit où son imaginaire devient enfin partagé. Cette idée est plus douce qu'elle ne semble. Sid n'a pas besoin de devenir sérieux pour être aimé. Il n'a pas à se transformer en Diego ou en Manny. Il doit simplement rencontrer quelqu'un qui reconnaît la valeur de sa façon particulière de vivre le monde. Pour un personnage comique, c'est un vrai aboutissement. La montée vers le sauvetage final n'oublie jamais que le public connaît déjà ces personnages. Le film peut donc utiliser des réactions brèves plutôt que reconstruire toutes les relations. Un regard d'Ellie vers Manny suffit à rappeler leur histoire.
Une remarque sèche de Diego suffit à relancer son contraste avec Sid. Une idée de Buck suffit à faire comprendre que la suite sera dangereuse. Cette économie est l'avantage des franchises, mais elle peut aussi en devenir la limite. Les spectateurs qui découvrent Ice Age ici peuvent suivre l'action, mais ils ressentiront moins le poids des années passées avec le troupeau. Pour les habitués, en revanche, le mariage de Peach marque clairement le temps qui a passé depuis le jour où Manny, Sid et Diego ont appris à se supporter. Le film ne cherche jamais à nier sa nature de divertissement familial. Les dangers sont sérieux dans l'intrigue, mais l'animation conserve un ton accessible. Les chutes, les poursuites et les explosions de couleurs empêchent l'apocalypse de devenir écrasante. C'est un équilibre délicat. Trop de noirceur ferait sortir le film de l'identité d'Ice Age. Trop de gags rendrait la menace vide. Les lois de l'univers choisissent de faire confiance à son rythme. Une scène de péril, une réplique de Sid, une idée démente de Buck, puis une émotion simple entre Manny et Peach. Cette alternance n'est pas toujours subtile, mais elle est cohérente avec le monde que la saga a créé. Il faut également remarquer le rôle de Scrat dans l'identité visuelle de la série. Son absence presque totale de dialogue permet à ces scènes de fonctionner dans toutes les langues. Un regard, une chute, une tentative pour retenir son gland, tout est immédiatement compréhensible. Dans cet épisode, l'équipe d'animation lui offre une arène immense, l'espace, des commandes inconnues et des trajectoires planétaires. Le principe reste pourtant le même que dans la première minute du premier film. Scrat veut quelque chose de très simple et le monde refuse de le lui donner. La répétition est volontaire, mais l'échelle change. Ce qui était autrefois une avalanche devient ici une catastrophe astronomique. La présence de Scrat a aussi une conséquence plus profonde sur le ton. Elle rappelle que les personnages ne contrôlent jamais totalement les événements. Manny peut avoir un plan, Buck peut avoir une théorie, Shangri-Lama peut garder ses cristaux, mais une petite créature obsédée peut encore bousculer l'équilibre général. Cette idée donne à Ice Age une forme d'humilité comique. Les héros sont courageux, mais ils vivent dans un monde où le hasard, l'accident et la maladresse ont autant de pouvoir que les grandes décisions. C'est une vision très différente des récits où la destinée appartient seulement au personnage principal. Le succès de la série repose en partie sur cette capacité à faire cohabiter plusieurs niveaux. Les enfants suivent les animaux, les poursuites et les couleurs. Les adultes reconnaissent les tensions de la famille, les craintes liées au mariage d'un enfant et la difficulté de laisser partir quelqu'un qu'on aime. Les lois de l'univers ajoutent à cela une réflexion légère sur le culte de la jeunesse avec Géotopia. Rien n'est développé comme un drame complexe, mais les thèmes sont là, rendus accessibles par l'humour. C'est ce mélange qui permet au film de parler à un public large sans cesser d'être une comédie animée. Dans la réception de la franchise, ce 5e épisode arrive aussi à un moment particulier. Ice Age était devenu une marque mondiale de l'animation, avec des personnages immédiatement identifiables et une présence durable auprès des familles. Les attentes sont donc doubles. Une partie du public veut retrouver les voix, les gags et l'énergie familière. Une autre espère une aventure qui justifie vraiment un nouveau chapitre. Les lois de l'univers répondent surtout par l'ampleur. Plus d'espace, plus de couleurs, plus de personnages, un danger plus grand. Cette réponse a ses limites, mais elle n'est pas incohérente. La série a toujours avancé en élargissant sa carte. Ce que le film réussit le mieux, c'est peut-être de ne jamais laisser l'astéroïde écraser la dimension familiale. Un grand désastre peut donner l'impression que tous les conflits intimes deviennent secondaires. Ici, c'est l'inverse. La fin du monde fait ressortir ce que chacun n'a pas encore dit. Manny ne peut plus repousser la discussion avec Peach. Sid ne peut plus cacher son désir d'être choisi. Shangri-Lama ne peut plus prétendre que son petit monde suffit. Le danger extérieur agit comme une pression qui révèle les faiblesses déjà présentes. C'est une construction simple, mais efficace pour un film de ce genre. Le dernier mouvement de l'histoire confirme alors une idée récurrente dans Ice Age. Le foyer n'est jamais seulement un lieu. Le troupeau a perdu, retrouvé et quitté plusieurs refuges. Il a voyagé sur la glace, sur l'eau, sous terre et à travers les continents. Il ne possède pas une forteresse immobile. Sa sécurité vient de sa capacité à rester ensemble lorsque le terrain disparaît sous ses pas. Dans les lois de l'univers, cette idée prend une dimension cosmique.
Même lorsque le danger vient du ciel, même lorsqu'une planète entière semble menacée, l'élément décisif est toujours la confiance entre ceux qui choisissent de ne pas fuir les uns les autres. Après l'impact évité et les cérémonies possibles, le monde paraît à nouveau calme. Mais ce calme n'est pas exactement celui du début. Manny a changé, même s'il gardera toujours son sérieux de mammouth inquiet. Peaches a franchi une étape vers sa propre vie. Julian est devenu plus qu'un fiancé toléré. Brooke a donné à Sid une relation qui ne repose pas sur la patience des autres envers lui, mais sur une vraie affinité. Géotopia a découvert que sa richesse avait un sens au-delà de sa jeunesse éternelle. Buck a prouvé que derrière son comportement impossible se cache encore l'un des alliés les plus fiables du groupe. Cette transformation discrète donne au film une conclusion satisfaisante. Il ne prétend pas résoudre toutes les questions de la saga, ni inventer une nouvelle profondeur dramatique à chaque personnage. Il clôt son aventure en laissant le troupeau plus vaste et plus ouvert qu'avant. C'est ce qui compte dans un récit de famille. Les personnages ne deviennent pas parfaits. Ils deviennent capables de faire une place aux autres. Pour Manny, la leçon est sans doute la plus difficile. Il a longtemps défini son rôle par la force, la vigilance et l'endurance. Ces qualités lui ont permis de survivre à l'âge de glace. Mais un père ne peut pas utiliser les mêmes outils pour accompagner une fille qui devient adulte. Peach ne lui demande pas de renoncer à être là. Elle lui demande de ne pas transformer son amour en mur. Le film fait de cette image un enjeu très concret. Manny ne doit pas empêcher le mariage, il doit apprendre à s'y tenir avec confiance. Pour Peaches, l'histoire ne consiste pas à se libérer d'un père mauvais. Ce serait trop simple et trop injuste envers la relation construite dans les films précédents. Elle aime Manny, mais elle a besoin qu'il voie sa maturité. Elle veut que son choix soit reconnu, pas seulement toléré après une catastrophe. Julian devient alors le révélateur de cette évolution. En choisissant de l'épouser, Peach ne tourne pas le dos au troupeau. Elle participe à son renouvellement. La famille ne perd pas un membre, elle apprend à accueillir une autre personne. Pour Sid, l'enjeu est presque inverse. Là où Peaches veut être reconnue comme une adulte, Sid veut être reconnu comme quelqu'un qui mérite un attachement durable. Il est le personnage qui semble toujours avoir trop d'énergie pour être pris au sérieux. Brooke transforme ce défaut apparent en point de rencontre. Le film lui accorde ainsi une forme de récompense sans le priver de sa folie. Il peut aimer, être aimé et rester Sid. Cette cohérence est plus importante qu'un changement artificiel de personnalité. Pour Buck, le retour confirme que certains personnages fonctionnent mieux lorsqu'ils restent imprévisibles. Il n'a pas besoin d'un long passé révélé ni d'un drame intérieur supplémentaire. Sa valeur réside dans son rapport unique au danger. Là où les autres voient un problème, il voit une aventure à laquelle il a probablement déjà survécu d'une manière ou d'une autre. Son optimisme ne ressemble pas à celui de Julian. Julian croit que les choses iront bien parce qu'il aime vivre. Buck croit que les choses iront bien parce qu'il est déjà prêt à poursuivre un monstre dans un tunnel qui s'effondre. Le film exploite très bien cette différence. Enfin, pour Scrat, rien ne change vraiment. Et c'est précisément la blague. Le monde peut être sauvé, les familles peuvent évoluer, les cristaux peuvent déplacer un astéroïde, mais le gland reste toujours juste hors de portée. Cette obstination donne à la saga son petit battement comique, presque muet, qui traverse les années. Scrat ne connaît pas les lois de l'univers. Il les subit, les déclenche et les ignore. C'est peut-être pour cela qu'il reste si mémorable. Ice Age. Les lois de l'univers ne cherchent pas à ramener la série à la sobriété de ses débuts. Il choisit une autre voie, celle d'une aventure cosmique où les règles du monde peuvent être tordues au service du spectacle. Certains préféreront les paysages glacés et la simplicité du premier voyage de Manny, Sid et Diego. D'autres apprécieront cette liberté de cartoon qui permet à un astéroïde, à des cristaux et à un lama immortel de partager la même histoire. Dans les deux cas, le cœur du film demeure reconnaissable. Il parle d'un groupe qui se dispute, panique, cède et finit par avancer ensemble. La vraie collision annoncée par le titre n'est donc pas seulement celle d'une pierre avec la Terre. C'est la collision entre l'ancien monde de Manny et celui qui arrive. Sa fille se marie. Ses amis trouvent de nouvelles places. Une communauté isolée doit accepter de participer au sort des autres. Même l'univers du film s'étend au-delà de la planète. Face à ces changements,
Les personnages découvrent qu'ils ne peuvent pas tout retenir. Ils peuvent seulement choisir comment se tenir les uns près des autres au moment où tout bouge. Et c'est ce qui donne au final son énergie la plus juste. La catastrophe est évitée, mais personne ne revient exactement au point de départ. Le troupeau garde ses blagues, ses disputes et ses vieilles habitudes. Manny restera parfois trop protecteur. Sid restera incapable de raconter une histoire courte. Buck restera trop rapide pour les règles ordinaires. Mais ils ont franchi une étape. Ils ont compris qu'une famille solide ne se reconnaît pas à son immobilité. Elle se reconnaît à sa capacité de faire face aux changements sans laisser personne derrière elle. Dans le ciel, l'astéroïde s'éloigne. Sur Terre, un mariage peut enfin célébrer l'avenir. Et quelque part, Scrat poursuit encore ce qu'il croit être le trésor le plus important de l'univers. Pour lui, rien n'est terminé. Pour le troupeau, c'est une victoire. Une victoire bruyante, colorée, improbable et parfaitement fidèle à l'esprit d'Ice Age. Il reste pourtant plusieurs détails qui éclairent la façon dont le film construit cette victoire. Dès l'ouverture, l'aventure refuse d'attendre que le danger arrive au village de Manny. Elle donne au spectateur une longueur d'avance. Nous voyons Scrat manipuler une technologie qu'il ne comprend pas, puis nous voyons le résultat se former dans l'espace. Ce choix est important pour l'attention. Les héros ne découvrent les météores qu'après nous. Pendant qu'ils parlent du mariage, pendant que Manny s'inquiète de Julian ou que Sid rêve de Brooke, le public sait déjà que le ciel cache une menace. Le film tire de ce décalage une inquiétude douce, adaptée à son public. Les personnages vivent encore une journée presque normale, alors que le compte à rebours a commencé. Cette situation permet aussi de regarder Manny avec plus de nuances. Son inquiétude envers Julian paraît parfois excessive et fournit naturellement de la comédie. Mais elle ne vient pas seulement d'un refus d'aimer le fiancé de Peaches. Manny a toujours vécu dans un univers où une distraction peut coûter très cher. Il a perdu sa première famille avant le début du premier film. Il a traversé des migrations, des inondations, des séparations et des territoires hostiles. Il n'est donc pas absurde qu'il regarde l'avenir comme une série de menaces possibles. Le problème est que cette expérience lui donne de mauvais réflexes lorsque le danger n'est pas un prédateur ou une tempête. Julian n'est pas une catastrophe à éviter. Il est une personne que Manny doit apprendre à connaître. Le film pose ainsi une question très concrète. Que devient un protecteur quand les personnes qu'il protège n'ont plus besoin d'être sauvées de la même façon? Manny possède toujours la force, le courage et la volonté de se placer devant le danger. Mais Peaches attend autre chose. Elle a besoin d'un père qui la regarde prendre ses décisions, qui accepte son choix et qui reconnaît la solidité de son couple. La mission contre l'astéroïde transforme cette question intime en épreuve visible. Manny ne peut pas vérifier chaque pas de Peaches, ni décider quel risque elle a le droit de prendre. Il doit découvrir la confiance dans l'action. Julian, lui, n'est pas un personnage écrit pour renverser brutalement l'ordre du troupeau. Il entre avec une énergie presque trop joyeuse, ce qui donne à Manny une raison facile de se méfier. Mais cette joie devient peu à peu une force. Dans les situations difficiles, Julian ne cesse pas de croire que les autres peuvent trouver une solution. Il ne confond pas optimisme et irresponsabilité. Il soutient Peach, il participe à l'effort collectif et il ne cherche jamais à humilier Manny pour gagner sa place. Sa gentillesse n'est pas spectaculaire, mais elle est constante. Dans une histoire de famille, c'est souvent plus convaincant qu'un grand geste isolé. Peaches a également un rôle plus actif que celui d'une simple future mariée. Elle n'existe pas uniquement pour déclencher la jalousie de Manny ou offrir une cérémonie au dernier acte. Elle se situe à la frontière entre deux générations du troupeau. Elle a grandi avec les histoires de survie de ses parents, mais elle veut vivre un avenir qui ne se réduit pas à éviter la prochaine catastrophe. Son désir de mariage représente cette volonté. Il ne s'agit pas seulement d'une fête. C'est une décision de créer un foyer nouveau tout en restant lié à celui qui l'a formé. Le film pourrait aller plus loin dans son point de vue, mais il donne assez d'éléments pour que son impatience envers Manny paraisse juste. Le décor de Géotopia répond à cette idée de passage du temps. Ses habitants pensent avoir trouvé la solution idéale, ne jamais vieillir. Ils restent séduisants, insouciants et installés dans un paysage lumineux. Pour eux, le changement est presque une faute de goût.
Mais un monde qui refuse tout changement devient incapable de se défendre lorsque le changement arrive malgré lui. L'astéroïde est donc aussi une attaque contre leur illusion. Les cristaux ne leur donnent pas une vie éternelle au sens profond. Ils leur offrent seulement une pause. Lorsque la pause se termine, il faut choisir entre conserver le décor ou participer à la réalité. Cette opposition fait de Shangri-Lama un personnage plus utile qu'un simple fournisseur de gags. Il est le gardien d'un privilège dont il ne veut pas partager le risque. Sa réaction initiale est égoïste, mais elle est cohérente avec le monde qu'il a construit. Il a tout organisé pour que le temps ne laisse pas de traces. Or, sauver la planète exige justement qu'il accepte une conséquence, une perte possible, une transformation. Le troupeau arrive chez lui comme une intrusion désagréable, puis devient la preuve que son paradis ne peut pas rester fermé. La décision de prêter les cristaux ne sauve pas seulement les autres. Elle donne enfin une raison à la richesse de Géotopia. Buck est celui qui relie ces deux mondes. Il appartient moins au refuge de Manny qu'au mouvement permanent. Son retour est particulièrement bien adapté à une menace venue du ciel, parce qu'il apporte au film une imagination démesurée. Buck a déjà survécu dans un univers caché de dinosaures. Il n'a donc aucune raison de considérer l'espace, les météores et les cristaux comme des idées trop étranges. Il pose ses règles, même quand elles ne semblent avoir de sens que pour lui. Cette capacité à accepter l'absurde est exactement ce dont l'histoire a besoin. Un personnage trop rationnel ralentirait le rythme. Buck permet au film d'avancer sans devoir justifier chaque élément fantastique. Il y a dans sa façon de parler et d'agir une forme de confiance très différente de celle de Manny. Manny veut savoir où il va avant de se lancer. Buck se lance pour découvrir ce qui se trouve derrière le prochain virage. Manny trouve de la sécurité dans la préparation. Buck la trouve dans sa capacité à improviser. Les deux approches seraient dangereuses si elles étaient isolées. Ensemble, elles deviennent complémentaires. Manny empêche le groupe de se disperser. Buck les pousse à agir avant qu'il soit trop tard. Le film n'insiste pas lourdement sur cette alliance, mais elle donne au voyage son équilibre. Diego et She-Ra complètent ce tableau avec une relation qui n'a plus besoin de faire ses preuves. Diego, autrefois le tigre qui menaçait Manny et Sid, est devenu l'un des protecteurs les plus fiables du groupe. Son évolution, étalée sur toute la série, explique pourquoi il n'a pas besoin d'une nouvelle grande intrigue personnelle ici. Sa présence rassure. She-Ra apporte la même précision et la même endurance. Il ne représente pas le changement en train de naître comme Peaches et Julian, ni le changement difficile à accepter comme Manny. Il représente le changement déjà accompli. Deux personnages qui ont appris à faire confiance après avoir vécu dans la solitude ou la rivalité. Sid et Brooke mettent en lumière une autre forme de confiance. Sid parle trop, s'enthousiasme trop vite et semble toujours à une idée de déclencher une situation compliquée. Dans beaucoup de comédies, un personnage comme lui resterait seulement la cible des moqueries. Ice Age lui donne depuis longtemps plus de chaleur. Sid est envahissant, mais il est aussi fidèle. Il voit de la valeur dans les liens que les autres négligent. Brooke est la première à lui renvoyer cette énergie sans ironie. Elle ne lui demande pas de devenir calme. Elle apprécie exactement sa façon de se lancer dans le monde. Leur histoire apporte donc au film une petite victoire affective qui ne copie pas le couple de Peach. La comédie de Scrat s'inscrit encore dans une autre logique. Les scènes où il apparaît sont presque des courts-métrages au sein du long-métrage. Elles ont leur propre rythme, leur propre langage visuel et leur propre objectif. Là où l'intrigue principale doit développer les relations du troupeau, Scrat n'a besoin que d'un désir immédiat et d'un obstacle absurde. Dans les lois de l'univers, cet obstacle prend la forme d'une technologie extraterrestre. Le résultat est volontairement extravagant. Le personnage le plus petit et le moins conscient de la série perturbe le système solaire. Cette exagération n'est pas une incohérence qu'il faudrait corriger, c'est la promesse du gag. La présence de cette technologie permet au film d'aller plus loin que les précédents sans abandonner complètement sa logique interne. Les histoires d'Ice Age ont toujours pris des libertés avec la chronologie. Mammouths, tigres à dents de sabre, dinosaures, pirates et continents mouvants cohabitent déjà dans une réalité de fable. Ajouter un vaisseau enfoui dans la glace et une origine fantaisiste du système solaire est donc une escalade, mais pas une rupture totale. Le film annonce clairement
qu'il ne faut pas le regarder comme une reconstitution scientifique. Son univers fonctionne comme une légende comique où les phénomènes naturels sont traduits en aventures de personnages. Cette liberté donne lieu à des images mémorables. Les planètes sont traitées comme des billes gigantesques, les cristaux comme des sources de lumière presque musicales, l'astéroïde comme un mur sombre qui approche. Les animateurs jouent avec les échelles. Un groupe d'animaux préhistoriques paraît dérisoire devant le ciel, mais c'est précisément ce qui rend leur décision courageuse. Le film n'essaye pas de faire croire que Manny peut être plus fort qu'un astéroïde. Il montre qu'un petit groupe, soutenu par une communauté entière, peut modifier la situation en utilisant ce qu'il a sous la main. Le thème de la coopération apparaît alors dans chaque détail du final. Les cristaux n'ont de valeur que lorsqu'ils sont réunis. Les personnages n'ont de chance que lorsqu'ils coordonnent leurs efforts. Manny n'obtient pas la confiance de Peach en donnant des ordres. Il la gagne en l'écoutant et en la laissant prendre part à la solution. Shangri-Lama ne sauve pas Géotopia en gardant son trésor, mais en le mettant au service des autres. Même Scrat, sans le vouloir, rappelle que les conséquences d'une action peuvent atteindre bien au-delà de celui qui l'accomplit. Le film transforme toutes ces idées en mouvement plutôt qu'en sermon. Le choix de raconter une histoire de fin du monde dans une franchise aussi légère est aussi un moyen de tester ses personnages. Une aventure plus petite aurait pu repousser la question du mariage de Peach. Une menace cosmique oblige chacun à montrer ce qui compte vraiment. Manny comprend que l'avenir de sa fille est plus important que son propre confort. Sid comprend qu'il veut vivre cet avenir avec Brooke. Buck confirme que son savoir peut aider les autres, pas seulement nourrir ses exploits. Shangri-Lama comprend que son monde parfait ne mérite pas d'exister s'il ne peut regarder au-delà de lui-même. L'astéroïde sert donc de révélateur, pas seulement de spectacle. Sur le plan du rythme, le film alterne les séquences d'action, les moments de relation et les détours comiques. Cette formule est familière, mais elle répond à la durée d'un long métrage d'animation familiale. Après une scène où le danger paraît trop grand, une remarque de Sid ou une initiative de Buck relâche la pression. Après plusieurs gags, une discussion entre Manny et Peaches rappelle l'enjeu émotionnel. Le montage cherche à maintenir l'attention sans faire du récit une succession mécanique de blagues. Tout ne fonctionne pas avec la même force, mais l'intention est claire, ne jamais laisser le spectateur trop longtemps dans un seul registre. Le caractère très coloré de Géotopia participe à ce rythme. Lorsque le groupe arrive, le film se réinvente visuellement après les cavernes et les terrains de voyage. Cette nouveauté évite que l'aventure devienne une simple marche vers l'astéroïde. Les couleurs mettent aussi en valeur l'écart entre le danger et le décor. Un monde rose et lumineux semble d'abord incompatible avec l'idée d'extinction. Puis le ciel menace ce lieu et le contraste rend la fragilité de Géotopia plus visible. Même l'endroit le plus beau peut être atteint par un problème qu'il refuse de regarder. La référence au vieillissement fonctionne alors à deux niveaux. Les habitants de Géotopia veulent conserver leur apparence. Manny veut conserver l'image de Peaches enfant. La franchise elle-même doit composer avec son âge. En 2016, Ice Age n'est plus une nouveauté. Elle porte l'histoire de plusieurs films, plusieurs générations de spectateurs et une formule déjà très connue. Les lois de l'univers répondent à cette situation en revendiquant l'agrandissement, comme si la saga refusait elle aussi de rester immobile. On peut préférer la retenue du premier film, mais il y a une cohérence entre ce sujet du changement et cette volonté de pousser l'univers toujours plus loin. Le premier Ice Age reste souvent le point de comparaison parce qu'il avait une émotion très directe. Manny, Sid et Diego formaient une alliance improbable dans un environnement dangereux. Le décor était presque nu, le voyage avait une ligne claire et le bébé humain donnait à l'histoire un enjeu immédiat. Les suites ont ajouté des familles, des mondes et des intrigues plus nombreuses. Les lois de l'univers n'essayent pas de retrouver cette simplicité. Ils préfèrent regarder ce qu'est devenu le troupeau après toutes ces aventures. Manny n'est plus seul. Sid n'est plus seulement un compagnon gênant. Diego n'est plus un prédateur extérieur. Cette richesse nouvelle demande une intrigue plus large pour donner à tous une place. La conséquence est que certaines idées passent plus vite que d'autres. Le film présente de nombreux personnages, plusieurs romances, Buck, Géotopia et le récit spatial de Scrat.
Cette densité peut donner l'impression que tout avance à grande vitesse. Mais elle offre aussi une variété qui correspond à l'esprit de la série. Chaque spectateur peut trouver son fil. La relation entre Manny et Peach, la folie de Buck, le couple de Sid, la comédie de Scrat ou l'urgence de l'astéroïde. Le scénario ne mise pas sur une seule émotion longue. Il construit une mosaïque de petites satisfactions qui finissent par converger au moment du sauvetage. La fin explique particulièrement bien la place de Manny dans cette mosaïque. Son changement n'est pas d'abandonner son rôle de chef. Le groupe aura toujours besoin de sa force tranquille lorsqu'il faut décider ou porter quelqu'un hors du danger. Son changement est de comprendre qu'être chef ne veut pas dire être propriétaire de l'avenir des autres. Julian et Peaches lui montrent que la famille peut s'étendre sans se diviser. Le geste le plus courageux de Manny n'est donc pas physique. C'est le moment où il laisse sa fille vivre sa vie tout en restant auprès d'elle. Cette idée est rendue plus touchante parce que Ellie ne transforme pas le conflit en jugement. Elle sait que Manny aime Peach profondément. Elle ne lui demande pas d'être différent de ce qu'il est du jour au lendemain. Elle l'aide simplement à voir ce que sa peur cache. Un parent peut avoir peur de perdre son enfant alors même qu'il ne le perd pas. Le film ne formule pas cela de façon pesante, mais le sous-texte est présent dans les échanges et les regards. Ellie agit comme celle qui maintient la relation ouverte jusqu'à ce que Manny soit prête à la comprendre. Au même moment, le couple de Sid et Brooke donne au film une forme de légèreté nécessaire. Leur enthousiasme rappelle qu'un avenir ne se mesure pas seulement par les dangers qu'il faut éviter. Il se mesure aussi par les liens que l'on espère créer. Sid a toujours représenté une joie un peu désorganisée, mais sa joie n'est pas vide. Elle l'empêche de céder au cynisme. Quand le monde est menacé, il continue de chercher une raison de croire au lendemain. Brooke partage ce mouvement. Leur relation est peut-être le fil le moins réaliste du récit, mais elle s'accorde parfaitement avec la fantaisie d'Ice Age. Le générique final et la résolution avec Scrat prolongent cette même promesse. Après une histoire où les personnages ont affronté quelque chose d'immense, le film termine avec un désir minuscule, obtenir un gland. Cette réduction d'échelle est comique, mais elle sert aussi de respiration. Tout ne doit pas rester solennel après le sauvetage. L'univers reprend son désordre familier. Scrat peut continuer sa poursuite, Manny peut regarder sa fille avec un regard différent et le troupeau peut retrouver ses habitudes. La catastrophe a laissé une trace, mais elle ne détruit pas l'énergie joyeuse de la saga. Pour un spectateur qui souhaite revivre l'histoire complète, l'essentiel est donc moins de croire à chaque détail scientifique que de suivre le mouvement émotionnel. Au début, Manny croit que sa tâche consiste à empêcher Peach de partir. À la fin, il comprend que sa tâche consiste à faire confiance à la personne qu'elle est devenue. Au début, Géotopia protège ses cristaux pour conserver une jeunesse sans fin. À la fin, ses habitants les utilisent parce que leur monde n'a de valeur que s'il peut être partagé. Au début, Scrat provoque un désastre sans rien comprendre. À la fin, il reste lui-même, preuve que toutes les leçons du monde n'arrêtent pas certaines obsessions. Ice Age. Les lois de l'univers jouent ainsi sur une contradiction assumée. C'est le film le plus cosmique de la saga, mais son cœur reste très domestique. Il parle d'un père, d'une fille, d'un fiancé et de la difficulté de faire place à quelqu'un de nouveau. Il montre des étoiles, des météores et une technologie improbable. Mais la scène la plus importante n'est pas forcément celle où l'astéroïde dévie. C'est celle où Manny accepte enfin que le bonheur de Peach ne l'éloigne pas de lui. Dans ce type d'aventure, le spectacle attire le regard. La relation familiale donne au spectacle un sens. Cette conclusion explique aussi pourquoi le titre original, Collision Course, convient si bien. La collision n'est pas seulement physique. Deux époques de la vie de Manny se rencontrent. Le père qui a passé des années à protéger son enfant se heurte au père qui doit maintenant le laisser choisir. La communauté qui s'est isolée pour rester jeune se heurte à une crise qui exige une maturité collective. Le petit monde de Scrat se heurte à l'immensité du cosmos. Chacun est forcé de reconnaître une réalité plus grande que son désir immédiat. Lorsque le film laisse enfin la paix revenir, il ne prétend pas que le changement sera toujours simple. Manny gardera ses inquiétudes. Sid gardera son chaos. Buck gardera ses méthodes folles. Mais les personnages ont acquis une chose essentielle, la preuve qu'ils peuvent affronter un nouveau chapitre sans effacer le précédent.
Le troupeau a toujours été une famille née du hasard. Dans ce 5e épisode, il montre qu'une famille née du hasard peut aussi choisir de continuer à grandir. Cette continuité est ce qui donne à l'histoire sa chaleur. Manny, Sid et Diego ne sont plus les 3 étrangers forcés de voyager ensemble par nécessité. Ils ont traversé suffisamment d'épreuves pour que leur groupe ressemble à une communauté réelle, avec ses habitudes, ses souvenirs et ses conflits répétés. C'est pourquoi une simple remarque de Manny sur Julian peut faire sourire et inquiéter à la fois. Nous savons que Manny n'est pas cruel. Nous savons aussi qu'il peut se fermer lorsqu'une peur ancienne revient à la surface. Le film utilise cette mémoire accumulée pour aller vite, mais il ne traite pas les personnages comme de simples silhouettes interchangeables. Diego est un bon exemple de cette mémoire. Au début de la saga, il avait une mission secrète et représentait une menace pour l'enfant que Manny et Sid protégeaient. Dans les lois de l'univers, il se trouve naturellement du côté de la famille, prêt à défendre Peach et tous les autres. Cette évolution n'est pas redite à voix haute, car elle n'en a pas besoin. Elle est visible dans son comportement. Le tigre qui se méfiait des liens est devenu quelqu'un sur qui le troupeau peut compter. Le film peut donc lui donner un rôle plus fonctionnel dans l'action sans effacer ce qu'il représente. Sa présence dit que l'appartenance se construit par les actes répétés, pas par une promesse unique. She-Ra apporte un écho intéressant à ce parcours. Elle aussi vient d'un univers de méfiance et de survie. Sa relation avec Diego n'est pas écrite comme une romance envahissante. Elle repose sur une compréhension déjà établie. Dans les moments de crise, ils n'ont pas besoin de s'expliquer longtemps. Ils se complètent. Cette retenue est utile dans un film qui contient déjà plusieurs fils émotionnels. Elle évite que tous les personnages réclament le même type de scène et laisse davantage de place au conflit entre Manny et Peaches. Le couple de Manny et Ellie mérite aussi d'être regardé sous cet angle. Ellie ne sert pas seulement à adoucir Manny. Elle connaît les fragilités de son mari parce qu'elle les a vues pendant des années. Lorsqu'elle lui résiste, elle ne le fait pas contre lui, mais pour empêcher sa peur d'endommager ce qu'il veut préserver. Elle sait que Manny peut écouter, même lorsqu'il donne l'impression contraire. C'est cette confiance qui lui permet de lui parler franchement. Le film dessine donc une relation adulte, installée, qui n'a pas besoin de démontrer son amour par une grande aventure romantique. Elle se reconnaît dans la capacité d'Ellie à dire la vérité au moment nécessaire. Le mariage de Peach offre à cette relation une nouvelle perspective. Manny et Ellie peuvent se voir dans leur fille, mais ils doivent accepter qu'elles construisent un couple différent du leur. Chaque génération invente son propre rythme. Julian est plus démonstratif que Manny, plus prompt à rire et à imaginer le meilleur. Peach semble aimer cette lumière. Manny peut y voir de l'inconscience parce qu'il a appris à vivre dans l'alerte. Ellie comprend plus vite que cette différence n'est pas un défaut. Le film ne prétend pas que l'optimisme annule les dangers. Il suggère que l'on peut reconnaître les dangers sans laisser leur ombre définir toute une vie. Cette opposition entre prudence et confiance traverse également le voyage de Buck. Buck ne promet jamais que son itinéraire sera sans risque. Au contraire, il semble parfois choisir le passage le plus dangereux simplement parce qu'il est plus intéressant. Mais son audace ne vient pas d'un désir de mettre les autres en danger. Elle vient d'une familiarité avec un monde où l'impossible est devenu ordinaire. Les tunnels, les dinosaures et les mécanismes cachés ne l'ont pas rendu insensible, ils l'ont rendu inventif. Dans cette aventure, son imagination offre une alternative aux réflexes habituels de Manny. Quand le danger est nouveau, les anciennes règles ne suffisent pas toujours. Le trajet vers Géotopia peut ainsi être lu comme une sortie hors des cadres familiers. Le troupeau quitte son territoire, accepte un guide qu'il comprend mal et rencontre une communauté dont les valeurs sont presque opposées aux siennes. Cette structure donne au film une sensation de voyage, même si l'astéroïde fixe un objectif très clair. Les personnages ne progressent pas seulement vers un lieu, ils passent d'une manière de penser à une autre. Manny part avec l'idée qu'il doit tout garder sous son contrôle. Il arrive devant les cristaux en comprenant qu'il dépend d'inconnus, de son équipe et de choix qu'il ne peut pas imposer. Géotopia ne se contente pas d'offrir un décor spectaculaire. Son existence pose une question que le film aborde avec légèreté. Que ferait-on si l'on pouvait suspendre les conséquences du temps?
Les habitants ont choisi la beauté et la fête. Ils ont fabriqué une culture de l'instant éternel. À première vue, cela paraît merveilleux. Mais ce bonheur devient fragile dès qu'il doit faire face à quelqu'un d'autre. Si personne ne vieillit, personne n'est peut-être obligé de céder sa place, de transmettre ou de faire un sacrifice. L'arrivée du troupeau dérange donc bien plus que la tranquillité de Shangri-Lama. Elle introduit l'idée que vivre avec les autres exige de partager ce que l'on possède. Les cristaux deviennent la forme visuelle de cette question. Tant qu'ils restent au centre de Géotopia, ils sont un symbole de conservation. Lorsqu'ils sont utilisés contre l'astéroïde, ils deviennent un symbole de relation. Leur énergie n'a pas changé, mais leur sens a changé. C'est une manière simple et efficace de raconter une évolution morale dans un film animé. Le spectateur n'a pas besoin d'entendre un long discours sur la responsabilité. Il voit un trésor autrefois protégé devenir l'outil qui sauve le monde. La même transformation se produit chez Manny. Peaches n'est pas un trésor à cacher loin du danger. Elle est une personne qui doit pouvoir agir, aimer et prendre sa place dans la réponse collective. Au début, Manny confond facilement ces deux images. Il croit honorer son rôle de père en contrôlant l'accès à l'avenir de sa fille. À la fin, il comprend qu'il l'honore en étant présent quand elle avance. Le changement peut sembler évident, mais il est rendu crédible par les circonstances. Ce n'est pas une idée abstraite qui fait évoluer Manny. C'est le fait de voir Peaches et Julian affronter le même danger que lui, sans fuir et sans attendre son autorisation. Le film garde néanmoins une grande douceur envers Manny. Il ne le punit pas pour son inquiétude et ne le transforme pas en obstacle ridicule. Ses erreurs créent de la tension, mais elles viennent d'un amour réel. Cette nuance est essentielle pour que la réconciliation fonctionne. Le spectateur peut comprendre Peach lorsqu'elle veut être reconnue, tout en comprenant Manny lorsqu'il hésite à lâcher prise. Ice Age préfère souvent cette forme de conflit. Les personnages se blessent parce qu'ils tiennent les uns aux autres et ne savent pas toujours le montrer correctement. Sid apporte à ces scènes une respiration différente. Sa manière de vivre les émotions est l'exact contraire de celle de Manny. Là où Manny se ferme, Sid déborde. Là où Manny choisit une phrase courte et grave, Sid peut remplir le silence de plusieurs histoires, de comparaisons et de craintes. Cette différence nourrit les gags, mais elle donne aussi au troupeau une palette humaine. Tous les groupes ont besoin de quelqu'un qui refuse de laisser l'angoisse devenir la seule voix. Sid n'est pas toujours utile de façon pratique, mais il rappelle que la peur peut être traversée avec de l'humour. Brooke comprend ce langage immédiatement. Elle n'est pas là pour faire de Sid un personnage plus normal, elle valide sa singularité. Ce point peut paraître modeste dans une intrigue dominée par la fin du monde, mais il possède une vraie valeur émotionnelle. Sid a toujours été entouré, mais être entouré n'est pas exactement la même chose qu'être choisi. Avec Brooke, il découvre cette différence. Elle ne reste pas auprès de lui par obligation de troupeau. Elle le veut dans sa vie. Pour un personnage souvent traité comme le comique de service, cette reconnaissance donne une profondeur bienvenue. La catastrophe rapproche ainsi plusieurs formes de couple sans les confondre. Manny et Ellie représentent la durée. Peaches et Julian représentent le début. Diego et Shira représentent la confiance bâtie après le danger. Sid et Brooke représentent la rencontre qui rend une excentricité partagée. Le film n'analyse pas ces relations une à une, mais leur coexistence crée un arrière-plan affectif plus riche que la seule course contre l'astéroïde. Le monde doit être sauvé parce qu'il contient ses futurs possibles. Le récit spatial de Scrat agit comme un contrepoids parfait à cette richesse émotionnelle. Scrat n'a pas de relation à réparer, ni de leçons à apprendre. Son problème est toujours le même, et il le traite avec une concentration absolue. Cette simplicité permet au film de faire respirer les séquences plus chargées. Après une discussion sur Manny et Peaches, un détour vers Scrat rappelle que l'univers peut aussi être drôle sans explication. Il n'y a pas besoin de dialogue pour comprendre son désir, et pas besoin de réalisme pour accepter qu'il traverse les frontières de l'espace au gré de son gland. Les animateurs s'appuient beaucoup sur ce contraste de langage. Les scènes du troupeau utilisent des dialogues, des regards, des mouvements de groupe et des changements de décor. Les scènes de Scrat reposent sur la chorégraphie physique. Une patte qui glisse, une machinerie qui s'active, un visage qui se déforme sous l'effort, tout cela raconte son histoire sans mots.
Cette universalité explique pourquoi Scrat est devenu l'un des emblèmes de la franchise. Il peut faire rire un spectateur qui ne connaît pas tous les épisodes parce que son objectif est clair au premier regard. Dans ce 5e film, l'espace amplifie encore cette universalité. Le système solaire devient presque un décor de cartoon silencieux. Les planètes, les satellites et les phénomènes cosmiques ne sont pas présentés comme des réalités incompréhensibles. Ils deviennent des objets de jeu géants. Scrat ne voit pas des lois physiques, il voit de nouveaux obstacles entre lui et son gland. Le spectateur sait que c'est absurde, et le film s'appuie sur cette absurdité plutôt que d'essayer de la dissimuler. Cette liberté permet de garder l'aventure familiale dans un ton généreux. L'astéroïde est dangereux, mais la peur ne domine jamais complètement l'expérience. Les couleurs, la vitesse et les blagues servent à rappeler que le public est dans un récit d'animation. Même les situations les plus extrêmes conservent une part de fantaisie. C'est la différence entre un film catastrophe réaliste qui chercherait à faire ressentir l'angoisse de l'impuissance et Ice Age qui transforme l'impuissance en appel à la coopération et au rire. La comparaison avec les épisodes précédents montre aussi l'évolution du groupe. Dans le premier film, la question était de savoir si 3 personnages incompatibles pouvaient protéger un enfant. Dans les lois de l'univers, la question est de savoir si une famille devenue très grande peut permettre à ses membres de grandir sans se dissoudre. L'enjeu est plus diffus, mais il correspond à l'âge de la franchise. Les personnages ont déjà appris à se faire confiance. Ils doivent maintenant apprendre à ne pas confondre l'unité avec l'immobilité. Le mot famille est parfois facile à employer dans les films d'animation, mais Ice Age lui donne une forme assez concrète. Cette famille n'est pas parfaite. Elle parle trop, juge trop vite, se dispute, fait des erreurs et doit souvent être sauvée par un personnage que les autres avaient sous-estimé. C'est précisément ce qui la rend vivante. Manny n'est pas un père idéal. Sid n'est pas un ami discret. Buck n'est pas un guide rassurant. Mais lorsqu'une catastrophe arrive, ils se déplacent les uns vers les autres plutôt que de se refermer, chacun dans leur peur. Le sauvetage final ne serait donc pas convaincant si l'astéroïde était seulement dévié par une machine. Il devient convaincant parce que chaque personnage accepte de contribuer. L'énergie des cristaux est l'image du travail collectif, mais l'énergie émotionnelle vient de tout ce qui a précédé. La confiance regagnée de Manny, la décision de Géotopia, l'audace de Buck, la présence de Julian, la fidélité de Diego et Shira, l'espoir de Sid et Brooke. Le film ne demande pas au spectateur de retenir une explication scientifique complexe. Il lui demande de ressentir que le monde est sauvé parce que personne n'a choisi de rester seul. Après cette expérience, le mariage de Peach prend une valeur plus forte. Une cérémonie célébrée après un tel danger ne signifie pas que la vie revient simplement à la normale. Elle affirme que l'avenir mérite d'être célébré malgré l'incertitude. Manny ne peut pas promettre à sa fille que le ciel restera toujours calme. Il peut seulement lui dire, par son attitude, qu'il respecte le chemin qu'elle veut prendre. Julian ne devient pas un remplaçant pour le troupeau. Il devient un nouveau lien dans une chaîne déjà longue. La dernière image affective du film repose donc sur cette ouverture. Le groupe qui avait commencé avec Manny, Sid et Diego est désormais entouré de compagnons, de partenaires et de nouveaux membres. La saga a ajouté des personnages au fil des films, parfois avec une énergie très différente. Les lois de l'univers choisissent de faire de cette accumulation son sujet. Plus la famille est grande, plus elle doit apprendre à faire de la place. Le danger du film vient de l'espace, mais sa résolution vient de cette idée terrestre et intime. On ne garde pas les autres en les empêchant de vivre. Quand on repense à l'aventure, on comprend alors que le titre français a une résonance plus large que son décor cosmique. Les lois de cet univers sont celles du mouvement. Les continents dérivent. La glace fond. Les enfants grandissent. Les familles changent. Les planètes elles-mêmes peuvent être déplacées par un écureuil obsédé. Chercher à immobiliser toutes ces forces est impossible. Le mieux que les personnages puissent faire est de se soutenir pendant que le monde bouge autour d'eux. C'est dans cette acceptation que le film trouve sa dernière note. Il ne prétend pas que Manny cessera d'avoir peur pour Peach ou que les personnages pourront empêcher toutes les catastrophes. Il leur donne simplement la force d'affronter ce qu'ils ne contrôlent pas.
Après l'astéroïde, après Géotopia et après le mariage, le troupeau n'est pas devenu invincible. Il est devenu plus capable d'accueillir le changement. Pour une saga fondée sur des animaux qui traversent une époque instable, cette idée est peut-être la plus fidèle à son esprit. Il y a aussi une raison pour laquelle cette aventure reste facile à suivre malgré ses idées extravagantes. Le film ne perd jamais de vue sa ligne principale. Les météores annoncent un danger, Buck fournit une piste, Géotopia détient les cristaux, et le troupeau doit apprendre à les utiliser avant l'impact. Autour de cette ligne viennent se placer les histoires de Manny, de Peach, de Sid et de Brooke. Chaque détour revient vers le même point. Le temps manque et les personnages ne réussiront qu'en faisant confiance aux autres. Cette clarté évite que les éléments cosmiques ne deviennent de simples décorations. Même lorsqu'un vaisseau étrange apparaît ou que Scrat se retrouve parmi les étoiles, la menace et la solution restent compréhensibles. Le film sait également que ces héros n'ont pas besoin de devenir des experts pour être courageux. Manny ne comprend pas toutes les règles de l'énergie cristalline. Sid n'a aucune aptitude particulière pour sauver une planète. Peaches et Julian ne disposent pas d'une expérience de chef de troupeau. Leur valeur vient de leur décision de rester impliqués. C'est un choix classique du cinéma d'aventure, mais il est bien adapté à Ice Age. Les personnages ne gagnent pas parce qu'ils sont parfaits. Ils gagnent parce que leurs défauts ne les empêchent pas de se présenter lorsque quelqu'un a besoin d'eux. Cette idée rend les gags plus utiles qu'ils n'en ont l'air. Lorsque Buck explique un plan de façon confuse, lorsque Sid se laisse emporter par ses émotions ou lorsque Scrat transforme un mécanisme en désastre, le film ne fait pas seulement une pause comique. Il rappelle que le groupe est composé de personnages imparfaits. Puis il les laisse trouver une issue malgré cette imperfection. Manny ne devient pas souple en 1 minute, mais il apprend. Shangri-Lama ne devient pas généreux par nature, mais il choisit de partager. Sid ne devient pas silencieux, mais son cœur reste à la bonne place. Le récit avance grâce à ces petits déplacements plutôt qu'à une transformation brutale. Le regard porté sur Julian confirme cette manière d'écrire. Il aurait été facile de faire de lui un fiancé ridicule ou égoïste afin de justifier la méfiance de Manny. Le film prend une direction plus chaleureuse. Julian peut paraître exubérant, mais il ne cherche jamais à exclure Manny. Il veut faire partie de la famille, pas la remplacer. Cette nuance permet au dénouement d'être sincère. Lorsque Manny accepte le mariage, il ne capitule pas face à une situation imposée. Il reconnaît enfin une qualité qu'il avait refusé de voir. Julian aime, Peaches avec respect et reste courageux quand le monde devient dangereux. Peaches mérite alors de terminer l'aventure comme une jeune adulte et non comme la petite mammouth que les autres doivent déplacer d'un lieu sûr à un autre. Elle a grandi au sein d'un troupeau improbable, entouré d'animaux qui ont eux-mêmes appris à devenir une famille. Il est logique qu'elle porte cette histoire vers la génération suivante. Son mariage ne ferme pas le récit de Manny et Ellie. Il montre ce qu'ils ont réussi à transmettre, la possibilité de choisir un lien solide sans renier ceux qui vous ont élevé. La conclusion de Ice Age, les lois de l'univers peut donc être lue comme une célébration du mouvement. Le monde bouge, le ciel bouge, les relations bougent. Les personnages qui résistent à tout changement, comme Shangri-Lama au début ou Manny dans son inquiétude, risquent de se retrouver seuls avec une image figée de ce qu'ils aiment. Ceux qui acceptent le mouvement ne perdent pas forcément ce qui compte. Ils découvrent une nouvelle manière de le garder près d'eux. C'est une idée simple, mais elle donne à cette aventure cosmique une émotion qui dépasse ses cristaux, ses météores et ses cascades. Après avoir suivi toute l'histoire, on garde surtout l'image d'un troupeau qui regarde le ciel sans détourner les yeux. Il ne sait pas toujours quoi faire. Il se trompe, s'agite et doit compter sur des alliés inattendus. Mais il continue d'avancer. Manny laisse Peaches choisir. Sid trouve Brooke. Buck transforme son savoir improbable en chance de survie. Géotopia sort de sa bulle. Et Scrat, fidèle à lui-même, court encore après le même rêve minuscule au milieu d'un univers devenu gigantesque. Cette combinaison d'émotions familiales et de folie animée résume exactement ce que le film veut offrir. Une dernière grande course où chaque personnage trouve sa place, juste avant que le monde ne change de trajectoire. Pour eux, tout recommence demain.